Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20 heures. Tout de suite les titres. Les Bleus et Blancs de l'école secondaire ont affronté ce lundi les épreuves des examens d'État, édition 2021-2022. Au total, plus de 900 000 finalistes étaient dans les centres prévus pour ces épreuves. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui a procédé au lancement depuis la ville de Kolwezi. Et puis clôture de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine à Lusaka. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à cette grande réunion qui s'est tenue en Zambie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est clôturée hier lundi en Zambie, à Lusaka. Ces assises ont permis aux participants d'évaluer le processus d'intégration africaine. Le président sénégalais en exercice de l'Union africaine a martelé sur l'importance de gagner la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels. Présent à cette grande réunion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Guilain Kabalundi et fils Matondo pour le reportage. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre de conférences Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. À l'ouverture, 4 intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UA, et le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet d'Inga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructure régionale partagés pour développer des liens commerciaux. Le baisser des rideaux de ces assises a été fait par le président de l'Union africaine. Macky Sall a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ce centre de conférence, le président zambien Hakainde Hichilema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté le sol zambien. Et puis, cette ordonnance présidentielle numéro 22/085 du 16 juillet 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 19 juillet 2022. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 16 juillet 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbuizaï, directeur de cabinet.
Je l'ai dit en titre, le coup d'envoi des épreuves des examens d'État ordinaires édition 2022 a été lancé ce lundi dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Plus de 900 000 finalistes des humanités ont affronté ces épreuves des examens d'État et pour se rendre compte de l'effectivité ici à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPSP a fait la ronde dans quelques écoles, question de s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves. Emmanuela Commissaire, Jean-Pierre Chibango. C'est la dernière étape pour se séparer des bleus et blancs, le grand jour pour ces finalistes des humanités. Certains se dirigent vers les vendeurs ambulants pour acheter des stylos, d'autres par contre arrangent leurs pièces pour une dernière fois avant d'accéder à leurs locaux pour passer ces épreuves. Ils sont plus de 900 000 finalistes des humanités sur toute l'étendue du pays, dont 59% de garçons et 41% de filles à affronter ces 4 jours d'examen d'État. Comme les éditions précédentes, cette année, ces élèves vont aussi débuter avec la culture générale pour cette première journée. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, a donné les go de cette édition à partir de la province de Kolwezi et à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST Amina Tanamassia et le ministre provincial de l'Éducation ont fait la ronde de quelques écoles pour non seulement superviser, mais aussi s'assurer du bon déroulement de ces examens. Ces élèves ont un défi, celui de faire mieux contrairement aux années précédentes, a fait attendre Amina Tanamassia. Nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui passe notamment par la gratuité de l'enseignement et nous espérons aussi que la relève sera assurée. Au terme de ces 4 jours, ces finalistes pourront prendre leur mal en patience pendant une dizaine de jours pour enfin connaître leur sort. Et ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se déroulent également sur toute l'étendue de la République. Dans ce condensé, Eric Kabamba nous fait la ronde de ces provinces en commençant par la province du Maniema, Okatanga et Olomami. Regardez. Dernier virage pour décrocher leur diplôme, ces finalistes des humanités de toute la République vont pendant 4 jours mesurer leurs connaissances acquises au cours de ces épreuves. Au Kasai-Chikapa, plus de 19 000 finalistes, dont 7 200 filles, répartis dans 63 centres, sont enregistrés cette année. Les autorités provinciales se sont disséminées dans plusieurs centres pour procéder au lancement de l'examen d'État. Le gouverneur de cette province, Dieudonné Mpiene, qui a procédé au lancement de cette édition 2022, a appelé ses candidats à ne pas céder à la panique. Les nombres de filles participant à l'examen d'État restent toujours faibles dans la province du Maniema. Cette année encore, elles ne sont qu'au nombre de 3 200 sur un total de plus de 11 000 candidats répartis dans 40 centres, a indiqué l'inspecteur provincial de l'EPST de cette province. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province du Maniema, Idriss Mangala, à l'école primaire Tondele. La concentration était le mot-clé du gouverneur à ses finalistes. Comme dans d'autres provinces, les bleus et blancs ont également envahi tôt le matin plusieurs centres dans la province de Olomami. Affronter ces examens avec plus de discipline pour une réussite totale, c'était le mot d'ordre de la gouverneure de cette province à ses candidats. Contrairement aux années précédentes, la province de l'Ituri a enregistré cette année un taux de participation des finalistes plus élevé à la suite de la calmie qui règne dans cette partie du pays, fruit des efforts du gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama. Au total, plus de 21 000 candidats, dont 9 000 filles, ont répondu présents à cet examen de fin d'études secondaires et répartis dans 67 centres, dont un en Ouganda. Le coup d'envoi a été donné par le vice-gouverneur de la province. 6 filles dans la province du Sankourou vont certainement entamer leurs études universitaires tout en état déjà mère. Ces futures mamans sont parmi les candidats qui affrontent ces jours ces épreuves et elles ont été prises en charge par les gouverneurs de la province. Jules Lodi et Mongo a fait la ronde de quelques écoles de sa province pour se rendre compte du bon déroulement de ces épreuves dans tous les coins de sa province. Parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats cette année, figure la province du Kasaï central. 25 900 finalistes ont été recensés pour cette édition 2021-2022 et ils sont répartis dans plusieurs centres. Les gouverneurs de cette province, John Kabeya Shikai, étaient au collège Saint-Louis pour procéder au lancement officiel de ces épreuves avant de procéder à l'inspection de quelques centres. Question de se rendre compte de l'effectivité du bon déroulement de ces examens. C'est sans aucun nul doute les taux les plus élevés enregistrés dans toute l'étendue du territoire national. La province du Haut-Katanga a aligné cette année près de 70 000 candidats finalistes, dont 30 000 filles réparties dans 148 centres. Et c'est le gouverneur de cette province, Jacques Yaboula Katwe, qui a donné
légaux de ces épreuves. Et dans le cadre de ses vacances parlementaires, le président du Sénat poursuit son séjour dans la partie est du pays, plus précisément à Katanga. À son arrivée, Modeste Bahati a reçu un accueil chaleureux. Dans son mot, le président du Sénat a eu des mots justes pour fustiger l'attitude de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Il a également demandé aux Kivusiens de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sandra Nyangui. Goma, le président du Sénat, s'est encore offert un bain de foule à Bukavu, son fief naturel. Dès son arrivée au port d'Iwoussi, il a eu droit à un accueil délirant. Le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo communie avec ses frères et sœurs. Il décide de faire une marche à pied. Le sénateur le mieux élu du Sud Kivu est obligé de saluer la population qui la porte à cœur. Tout le monde veut le voir. Bukavu est paralysé pendant des longues heures. Difficile de s'effrayer un chemin sur la route qui mène à la place de l'Indépendance, au centre-ville de Bukavu, où il doit s'adresser à la population. Une foule indescriptible qui l'attendait depuis 8 heures du matin. Question de témoigner l'amour à celui qu'ils appellent affectueusement Mupenda Watu. Entendez, c'est lui qui aime son semblable pour ses œuvres sociales en faveur de la population et sa générosité légendaire. La population accompagne son leader à la place de l'Indépendance. C'est encore une marée humaine qui attend impatiemment le message de leurs représentants à la Chambre haute du Parlement congolais. Modeste Bahati Lukwebo a un message d'espoir. Il demande à la population du Sud Kivu de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays, d'où son appel à la réélection du candidat de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Le natif de Kabaré a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie de Patrice Emery Lumumba. Pendant ce temps d'échange avec sa base, les Kivusiens ont souhaité le départ de la MONUSCO. Pour eux, la force onusienne n'a pas donné ce que la population attendait d'elle après plus de 2 décennies d'existence en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes dans l'union sacrée de la nation et nous devons continuer à accompagner le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il soit réélu aux prochaines élections. Loin de toute polémique inutile, Modeste Bahati Lukwebo fait carton plein à Bukavu. L'expression de l'attachement d'un peuple à son leader, appelé ici l'homme des actions concrètes. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, séjourne aussi dans la province de Sud-Kivu pour assister à la messe de la célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-Joseph de Kabaré, dite par Monseigneur François-Xavier Maroy. Willy Atunakov et Olivier Makissé pour le reportage. Travail à l'est de la République démocratique du Congo, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe, a participé dimanche 17 juillet 2022 à la célébration de la messe du centenaire de la paroisse Saint-Joseph, dite par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy. Plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et coutumières ont aussi pris part à cette célébration eucharistique, parmi lesquels le président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, professeur Modeste Bahati Lukwebo, et Sa Majesté Mwami Kabaré Rugemaninzi, chef de la chefferie de Kabaré. De passage au siège de la fondation qui porte son nom, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe, a reçu le président du Sénat, professeur Modeste Bahati Lukwebo. C'était en présence de plusieurs membres de sa fondation qui lui ont réservé un accueil chaleureux sous les rythmes des ovations frénétiques des Mamani Mama. La patronne de l'emploi en RDC, Claudine Doucy Mwakembe, a transmis le message de solidarité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population du Sud Kivu. Le président du Sénat a réaffirmé le choix de son regroupement politique, AFDCA, à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle lors des prochaines échéances électorales.
Et puis les jeunes, bien plus l'élite jeune a sa place dans la réforme en cours au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, était face aux étudiants de l'université de Kisangani pour évoquer les questions liées au rajeunissement de l'administration publique. Nadine Kilocho, Cédric Kenina pour le reportage. Il a fait de la pédagogie son cheval de bataille pour démontrer les actions déjà menées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Respectant sa logique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance académique dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Séance tenante, Jean-Pierre Liaou a communiqué sur les grandes réformes entamées pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État, maîtrise des effectifs, rajeunissement, dématérialisation de l'administration publique, modernisation de l'administration, mise à la retraite digne des fonctionnaires. Toutes ces questions ont été abordées par le VPM de la fonction publique pour éclairer la lanterne de la communauté estudiantine de l'UNIKIS. J'ai sollicité le président de la République et du Premier ministre qui l'ont accepté. La proposition, en tout cas, de solliciter la possibilité de réformer la politique salariale dans notre pays. Parce que j'estime que c'est là où loge le diable, c'est là où reposent les injustices, les inégalités inacceptables. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur le rajeunissement qualitatif de l'administration publique sans discrimination ni politisation. Il y en a marre dans notre pays de voir que les postes les plus importants ne sont réservés qu'aux enfants aux fils d'eux. Il faut casser ce système. La jeunesse universitaire a été édifiée par Jean-Pierre Liaou sur la nécessité du maintien de l'unité nationale pour faire face à la guerre imposée par les forces étrangères. Les étudiants ont remercié le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour s'être livré à cet exercice de rédévabilité en donnant des réponses précises aux préoccupations posées. Le site de Gaben, une des réserves de culture de cacaoyer, est en mal de production. Ce site s'étale sur une superficie de plus de 5000 hectares. Elle est située dans la province de l'Atchopo. Ce constat amer est du ministre de l'Agriculture qui a effectué une mission officielle dans la dite province, Marthe Mangaza. En séjour de travail dans la province de l'Atchopo, le ministre de l'Agriculture, Désiré Zingabiri-Anzé, a saisi cette opportunité pour visiter le site de Gaben à Bengamissa, une institution de l'État congolais en charge de la culture des cacaoyers. Cela après la signature de l'ordonnance présidentielle de 1980 y relative. Le constat est plutôt amer pour le ministre de la Politique du Ventre après cette visite. C'est un sentiment mitigé. De joie, comme je l'ai dit, et de peine, parce que ce n'est pas ça, ça c'est du gâchis. Quand on a un seul pied qui paie à la production, vous donnez 150 cabosses comme ça, mais je me dis, la richesse est là. Et ça, c'est là que le chef de l'État disait qu'il pourra laisser les Congolais des millionnaires. Le climat et la disponibilité des terres de ces sites lui offrent aussi le cachet des scandales agricoles. Car la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts possibles de devenir grand producteur mondial du cacao. Vous avez visité notre plantation. Le forum de haut niveau plutôt sur les objectifs de développement durable s'est tenu à New York. Le ministre du Plan a représenté plutôt la RDC. C'est des hauts niveaux qui vont permettre plutôt aux partenaires financiers d'appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable. Peggy Mukunda. La pandémie à Covid-19 et les conflits régionaux en cours menacent la réalisation des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. La question a été au centre d'un forum de haut niveau sur le développement durable organisé du 5 au 15 juillet 2022 au siège des Nations Unies à New York. Devant les délégués du monde, le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba, qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises, s'est exprimé une fois de plus du haut de la tribune des Nations Unies. Le planificateur du gouvernement a fait savoir qu'à l'instar des autres pays fragiles, la RDC n'est pas épargnée par cette réalité. Monsieur le Président, les plans et programmes nationaux exécutés avant la pandémie à Covid-19
pour atteindre les ODD à l'horizon 2030 ont été revus et réadaptés pour faire face à ces nouveaux défis. Dans le cas de la République démocratique du Congo, 3 situations majeures affectent la marche vers les ODD à l'horizon 2030. Il s'agit des conséquences économiques et sociales de la pandémie à Covid-19, de la guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays et des effets importés de la guerre en Ukraine. Du haut de la tribune de l'ONU, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mondo Simba, a ainsi invité les partenaires financiers à appuyer davantage les efforts du gouvernement congolais pour une coopération efficace et équitable afin de permettre d'exécuter les politiques de redressement en cours pour la réalisation des objectifs de développement durable. Les États-Unis d'Amérique promettent de soutenir le processus électoral en cours. C'est le conseiller politique de l'ambassade des USA qui l'a dit au président de la CENI, Denis Kadima. Teti Samba, Erwin Pouty pour le reportage. En République démocratique du Congo, la préparation des élections prévues en 2023 avance à pas de géant. Place aux diverses rencontres avec les partenaires pour l'organisation de ces séances électorales. C'est dans cette optique que le conseiller politique à l'ambassade des États-Unis en RDC, William Eccles, est allé au nom de son pays affirmer au président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, le soutien technique des États-Unis d'Amérique au processus électoral en RDC. Nous nous sommes entretenus avec le président de la CENI pour parler des préparatifs qui sont en train pour le processus électoral. Nous sommes venus pour encourager la continuation des bons travaux pour assurer des libres, transparents et inclusives élections dans les délais constitutionnels en 2023. En fait, nous apportons un soutien à la CENI, un soutien technique pour leur aider avec leur travail. Et on va soutenir aussi l'observation civique tant internationale que nationale ici au Congo. William Eccles était accompagné de Madame Maranda Jolicoeur de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le président de la République tient mordicus à la promotion de l'entrepreneuriat à travers la sous-traitance. Des instructions fermes ont été données pour le strict respect de la loi et relative. Pour ce faire, un support médiatique des explications sur la sous-traitance a été présenté aux parties prenantes. Mireille Ndeke, Pompomba pour le reportage. Les avancées enregistrées dans les secteurs de mines pour booster l'économie congolaise sont remarquables mais malheureusement peu connues face à l'opinion. C'est ainsi que la Chambre de mines a pris l'initiative d'institutionnaliser une plateforme de concertation trimestrielle gouvernement-secteur minier. Au-delà de cette plateforme de concertation trimestrielle qui devient désormais un espace d'échange des différents acteurs sur les questions essentielles du secteur. La Chambre de mines a au cours de sa conférence de presse procédé à la présentation d'un magazine télévisé dénommé Écho de la sous-traitance. Madame Marina Nimi, promotrice du dit magazine, explique. Nous croyons profondément que la nécessité de placer la promotion de la sous-traitance en priorité permet de mettre un coup de projecteur sur les acteurs principaux, les entreprises principales et les grands modèles locaux de réussite dans la sous-traitance au travers d'interviews exclusives, de faciliter l'adaptation aux nouvelles tendances économiques de notre société, de se fixer des objectifs audacieux et ambitieux, de susciter des vocations entrepreneuriales, créer des modèles et repères de réussite et occasionner l'émulation et stimuler l'innovation. Les sous-traitants, l'un des acteurs importants, méritent d'être encadrés afin de bénéficier de l'appui du gouvernement de la République à travers la loi de la sous-traitance. La volonté derrière cette loi est de promouvoir la classe moyenne congolaise par la création de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans le rayon d'activité des sociétés minières et autres. Sur recommandation du chef de l'État, l'RCP appelle toutes les parties prenantes au strict respect de la dite loi. Les rivières Kalamu et Sendwe, deux symboles de l'insalubrité ici à Kinshasa, aujourd'hui débarrassés de ces immondices, ces déchets. Les travaux ont été lancés dans le cadre du projet Kintoko entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'entreprise Angel Cosmétiques. Yvette Makoutima, bienvenue Wenenge pour le reportage. Pendant près de 2 mois, les excavatrices de l'hôtel des villes ont élu domicile simultanément le long de la rivière Kalamu à la hauteur du boulevard Sendwe et de la rivière Funa à la première rue Limete.
Les travaux d'Hercule consistant au curage de ces 2 rivières envahies par les déchets non dégradables qui empêchent ces cours d'eau naturels de respirer. À cela s'ajoutent les inondations pendant la saison des pluies. Ces travaux ont été lancés le 5 juin 2022, date de la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre du projet Kintoko. Ils sont pilotés par l'Hôtel des villes de Kinshasa en collaboration avec le groupe Angel. Les eaux des 2 sites assainis coulent désormais normalement. Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit qui veut que nous commencions d'abord par changer de mentalité et ce à la base. C'est l'occasion pour le directeur général du groupe Angel RDC, Jérôme Sekanapé Nepapa, de rappeler l'objectif du projet Kintoko. Nous exécutons les clauses de la convention que nous avons signée avec la ville qui prévoit à ce que nous puissions accompagner la ville dans l'assainissement. Le gouvernement central qui accompagne ces vastes projets d'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le ministère de l'Environnement animé par F. Bazaïba Massoudi compte étendre ces projets sur toute l'étendue de la ville et dans d'autres provinces du pays. Recycle-moi, une association des Congolais de la diaspora qui évolue dans le domaine de l'environnement. Cette association vient de lancer les travaux d'assainissement dans les milieux où vivent les familles des policiers. La première étape concerne le camp Lufungula Rikinzuzi. Éco-projet, c'est cette opération de grande envergure lancée par Recycle-moi pour assainir le camp Lufungula. Avec une expertise avérée dans les actions de terrain basées principalement sur les tri sélectifs des déchets et l'éducation des masses, Recycle-moi inscrit cette activité dans le cadre de l'amélioration du niveau de salubrité environnementale au camp Lufungula. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes Recycle-moi, qui a pour mission de diminuer l'impact de la pollution en plastique et de conscientiser les individus de la gestion des déchets et d'améliorer le cadre de vie de la population. Nous pensons qu'avec l'éducation du tri sélectif en matière de déchets, que nous pourrons contribuer notamment à améliorer, entre autres, la vie des citoyens. Tout est parti du pont jeté sur l'avenue Mouchi, côté du camp où vivent de nombreuses familles de policiers qui ont exprimé leur reconnaissance à cette association qui vient à leur rescousse. Nous avions connu d'énormes difficultés en vivant autour de ces déchets. On a également un souci avec nos installations hygiéniques. Nous sommes très heureux. Sur place, on a curé la rivière envahie par des déchets plastiques à l'aide des engins et la main-d'œuvre des jeunes du camp. L'état d'immondice qui empêchait l'accès des familles à leurs installations hygiéniques ont été enlevés par une tractopelle et convoyés par des camions bennes à la décharge d'Embiza. Pour cette association, l'utilisation accrue du plastique dans les ménages reste un danger permanent pour l'écosystème. Il y a donc obligation d'activer le volet recyclage des déchets en RDC. Les réformes des entreprises par la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa pour la perception de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif a connu un succès. 100% des recettes réalisées au premier semestre a permis de mobiliser des recettes pour cette année 2022 avec le système de télédéclaration et digitalisation de paiement des impôts redépendants. Recettes réalisées par la DGRCAD au premier semestre de 2022 par rapport à l'exercice passé de 2021. Ces exploits résultent du bon comportement observé dans les réformes entreprises, dans la collecte des impôts fonciers et les impôts à revenus locatifs au moyen du système de la télédéclaration et la digitalisation des paiements. Le directeur général de la DGRCAD, le professeur Félicien Kouloutantoula, et ses collaborateurs se félicitent et encouragent les assujettis à continuer de s'acquitter de ses devoirs civiques et aux agents et cadres de la DGRCAD de garder le même élan patriotique. Ce sont des révélations faites lors d'un point de presse organisé pour communiquer ses performances, avec des chiffres à l'appui en termes de plusieurs milliards de francs congolais. C'est grâce à la télédéclaration et digitalisation de paiement que nous avons constaté dans la direction où nous avons expérimenté, la direction des impôts, nous avons fait le 100% des recettes. Avec la télédéclaration, nous avons fait 14 milliards 900 grâce à la télédéclaration.
avec les personnes physiques comparativement à l'année passée. Nous avons initié une réforme consistant à faire baisser les taux de l'impôt foncier. Selon le directeur général de la DGRK, son entreprise excelle en mobilisation des recettes parmi les autres services d'assiette de la ville-province de Kinshasa. Elle se place sur la ligne des meilleurs. La Banque mondiale a construit 5 écoles publiques à Chimbulu, dans la province du Kasaï central. C'est le gouverneur de province qui a réceptionné ces infrastructures scolaires pour John Chikai. Ce geste vient une fois de plus renforcer la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Rodépanda. De province du Kasaï central, John Kabeya Chikai a réceptionné au nom de la République 5 écoles primaires publiques construites par le Fonds social de la République à Chimbulu, deuxième ville de la province du Kasaï central, située dans le territoire de Djibaya, où il a effectué ce mardi 12 juillet 2022 un déplacement aller-retour. Les 5 écoles concernées par ce programme sont EP Lenga, EP1 Bitende, EP Munangibwe et EP1 Tchabala, cette dernière ayant servi de symbolique pour cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures scolaires à l'autorité provinciale du Kasaï central. Elles sont aérées, spacieuses, équipées de bancs pupitres et dotées d'un système solaire qui fournit de l'énergie électrique à tous les complexes. Modernité oblige. John Kabeya Chikai a d'entrée des jeux salué le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement qui, grâce à l'accord signé avec la Banque mondiale, ont permis la réalisation de ces travaux exécutés aujourd'hui par le Fonds social de la République. La gratuité de l'enseignement appliqué dans notre pays, ayant son soubassement dans notre Constitution, a permis aux écoles publiques d'ouvrir leurs portes en faveur des élèves qui rencontraient beaucoup de difficultés pour payer leurs études. L'autorité provinciale a encouragé tout le monde au bon sens de gestion et à prendre soin de ce bijou offert par le gouvernement central aux apprenants, appelés eux-mêmes à un bon usage, et c'est là au jour le jour. Et en mission officielle à Moïka, dans la province du Kasaï oriental, le directeur général de la DGRK a sensibilisé les Kasaïens à payer les impôts à la Direction générale des recettes de la province du Kasaï, ce qui va permettre à la province de mobiliser des recettes pour le développement de leur contrée. Monique Mavungo pour le reportage. Ils ont mis les points de rencontre à 5 km de la cité de Moueka. Hommes, femmes, jeunes et vieux se sont déplacés pour serrer la main le leur. L'honorable Jean-Calvin Mingachanga et lui offrir un accueil chaleureux. Chemin faisant, direction bâtiment administratif du territoire de Moueka. Le directeur général de la Direction générale des recettes du Kasaï s'est félicité d'avoir atteint les objectifs relatifs à sa campagne électorale, notamment celui de se battre pour l'unité des filles et fils de Moueka qui demeurent le passage obligé pour le développement du territoire de Moueka et faire représenter dans toutes les institutions de la province la jeunesse de ces coins du pays. Nous sommes à la tête de la Direction générale des recettes du Kasaï. Nous sommes en train de servir tout le monde, ceux qui témoignent cette joie, ceux qui témoignent cet accueil, cette marque de confiance. C'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention de toute l'élite intellectuelle de Moueka. Parce que nous avons une victoire, nous avons un combat, celui du changement, de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse de Moueka. En toute modestie, Jean-Calvin Mingachanga a reconnu les efforts de ses prédécesseurs qui ont servi Moueka et tous ceux qui se sont engagés à faire de Moueka une terre d'unité et de paix, tout en remerciant en son nom propre et au nom de la jeunesse, l'honorable Martin Ikokt pour avoir concrétisé une œuvre monumentale, chose qui honore toute la jeunesse, car il a prêché avec le concret en construisant un vaste stade moderne à Moueka. Monseigneur André Giraud Pinzi, ordonné évêque du diocèse de Matadi, en remplacement de feu Monseigneur Landou Maï. Le consécrateur, c'est l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Mbongo. Au cours de cette cérémonie, le nouvel évêque de la ville de Matadi a aussi pris possession de son siège canonique. Edith Chala, Iverson Kabwabwa. Le chef du gouvernement congolais, le ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, accompagné des membres de son parti politique Congo Nova et sympathisants, a répondu présent à cette cérémonie d'ordination du nouvel évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur Jérôme Pinzi, dans la province
du Congo central. Une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo venu de Kinshasa avec une forte délégation pour ordonner l'évêque Jérôme Pinzi en remplacement de feu Monseigneur Landou Maï. Et c'est sous le thème Infunde Amores Cordibus, qui signifie remplir nos cœurs d'amour. C'est un devoir, mais aussi une façon de témoigner son soutien au nouvel évêque du diocèse de Matadi, a exprimé Maître Albert Fabrice Pouela. Cette cérémonie a connu la présence des autorités nationales, provinciales, ainsi que plusieurs chefs religieux venus des différents coins de la RDC. Une Jeep a été offerte à ce nouvel évêque du diocèse de Matadi, Jérôme Pinzi, don de la présidence de la République. La Sonaïdroc et l'UBA ont signé un protocole d'accord de financement pour l'importation des produits pétroliers. L'objectif, rompre le cycle d'intermédiaires qui fait dépenser beaucoup d'argent. La République démocratique du Congo confère à l'événement du jour une importance toute particulière à plus d'un titre. En effet, le financement que l'UBA RDC met à la disposition de la Sonaïdroc permettra à notre pays, importateur net de produits pétroliers, de réduire le nombre d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement du carburant à la pompe en permettant à la Sonaïdroc de se positionner comme principal importateur dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. UBA, dans tous les pays dans lesquels elle opère, elle est aux côtés des gouvernements africains pour pouvoir les aider à réaliser tout leur programme d'investissement. Et pour ce qui est de la RDC, nous avons consenti à participer à la restructuration, si je peux me permettre le terme, de la Sonaïdroc. La signature de cette convention de financement inédite aura pour principale conséquence la réduction de montant des manques à gagner versés aux entreprises impliquées dans la distribution des produits pétroliers par l'État. Ce qui est arrivé, ce que nous avons bénéficié tout à l'heure, c'est pour booster nos activités, c'est pour relancer les activités de la Sonaïdroc. Il en résultera ainsi une trésorerie additionnelle qui pourra non seulement servir à soutenir les acteurs dans la filière, mais également à rediriger d'importants flux financiers provenant de ce secteur vers d'autres projets de développement qui impactent positivement le bien-être des populations. L'Alliance des Congolais progressistes s'agrandit encore avec des nouveaux militants et cadres. Ce parti que dirige Jean Tiningobila vient d'enregistrer une centaine de personnes. Yvette Makoutima. C'est un poids de plus, une force supplémentaire à la lutte pour les progrès du pays menée depuis un temps par l'Alliance des Congolais progressistes que conduit Jean Tiningobila Mbaka. Ce week-end, au siège du parti à la 10e rue Limité, plus d'une centaine de femmes, hommes et jeunes ont adhéré à l'ACP avec à leur tête une Congolaise et leader d'opinion, la reine Kolo. La désormais au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes a été présentée aux membres avant de recevoir du secrétaire général les insignes qui lui donnent droit d'engager les partis. J'ai choisi l'ACP parce que tout d'abord, c'est un parti visionnaire, parce que l'ACP c'est un parti socialiste, aussi pour les progressistes. En tant que Congolais, j'aime la progression de mon pays, je suis patriote, c'est pour cela que je viens mettre aussi ma main dans la pâte. Mon apport, tout d'abord, c'est d'abord regrouper les Congolais au sein d'une même vision. Et déjà, comme il y a des associations sur place qui travaillent déjà dans les aires caritatives, les aires sociales, donc nous sommes pour le développement. Voilà pourquoi nous avons porté cette vision de chef de l'État pour apporter aussi un plus. Un jeune Congolais, il doit savoir qu'il a une obligation vis-à-vis de son pays. Alors il doit porter son pays pour apporter un plus, ajouter la connaissance. Et voilà, comme ça, ensemble, avec cette synergie, nous pouvons apporter quelque chose au développement de notre pays. La reine Kolo et sa base viennent ainsi renforcer les rangs de cette alliance qui s'aligne derrière les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et s'engage à conduire la République démocratique du Congo vers le progrès et le développement.
Le directeur général intérimaire de la RTNC a procédé ce lundi au lancement officiel de la sensibilisation sur la rédévance. La campagne a débuté au rond-point Wileri, Victoire, commune de Bandalungwa et Kitambo. Les personnes cibles sont les opérateurs détenteurs des appareils audiovisuels, conformément à la disposition légale de 2015. Reportage. Faire comprendre, convaincre, persuader et sensibiliser les assujettis sur la rédévance, c'est la mission principale assignée au personnel de la direction de la rédévance de la RTNC. À l'esplanade de la cour administrative, le directeur général intérimaire Robert Belidé Bunga a rappelé la quintessence de cette démarche qui vise l'amélioration des conditions de travail et sociales des agents de la radio-télévision congolaise. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ que nous prenons. Un nouveau départ dans le sens où nous allons avoir l'occasion d'appliquer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons prévu sur la rédévance en ce qui concerne la perception directe. C'est maintenant que nous allons en tout cas démarrer. Et j'ai tenu à ce qu'on démarre par la sensibilisation. C'est vrai et qu'on le fait depuis pratiquement 2 ans à la télévision et même à la radio, avec les spots que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de diffuser les spots. Encore faut-il descendre sur terrain pour rencontrer les assujettis. Nous avons besoin de ces opérateurs économiques. Nous avons besoin de leur argent, de la rédévance, parce que nous devons fonctionner. Et je sais que vous aurez des difficultés sur terrain, mais vous êtes préparés pour cela. Vous êtes suffisamment aguerris. Allez-y, moi je vous donne toute ma bénédiction. Et la RTNC aussi. 39 personnes au total ont pris d'assaut les grandes places de Kinshasa, du rond-point des Huileries, passant par le rond-point Victoire, Bandalungwa jusqu'à Kitambo, pour sensibiliser les détenteurs des appareils radio et télévision sur la rédévance. Le directeur AI de la direction de la rédévance audiovisuelle, Moutoua Lempoueta, parle de la deuxième phase de ce processus. Après la campagne qui va nous prendre 2 semaines, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'identification des personnes physiques qui tirent avantage, comme nous les appelons, des personnes morales et des personnes morales tirant avantage. Alors, ce sont ces gens qui seront concernés par la prochaine campagne d'identification et taxation. Cette mission officielle de sensibilisation des assujettis à la rédévance est un pas de géant dans ce long processus. Aujourd'hui, grâce au DGAI de la RTNC, va se poursuivre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et puis ce communiqué avant de boucler ce journal, c'est officiel. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a lancé les appels d'offres sur les blocs pétroliers dans le bassin du Congo. Initialement prévu à 16 blocs pétroliers présélectionnés pour la première phase dans 3 bassins sédimentaires dont dispose la RDC. Ces appels d'offres passent à 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers pour maximiser l'opportunité dans ce processus prévu le 28 juillet 2022. Il s'agit des blocs pétroliers du bassin côtier, de la cuvette centrale, du Graben Tanganyika et le Graben Albertine et le bloc gazier sur le lac Kivu, bloc Makelele, bloc Idjui, bloc Luanjofu. L'opinion nationale et internationale et même l'industrie pétrolière que la RDC organise ces appels d'offres en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures. Vous aurez les images et commentaires dans notre édition de demain. Et puis à notre communiqué, il est porté à la connaissance de la population de la ville de Kinshasa en général et les propriétaires des véhicules et des motos en particulier qu'à dater de ce jour, il est strictement interdit d'utiliser la cour des états-majors de la police nationale comme parking d'automobiles et des motos privées. D'ores et déjà, les équipes de contrôle sont déjà à pied d'œuvre pour l'application stricte de cette mesure. Les commissariats urbains, les commissariats de police ainsi que les sous-commissariats ne peuvent recevoir dans leur cour que les véhicules et motos de la police ou des engins roulant en perquisition. Toute personne qui ne va pas obtempérer à cette mesure verra son véhicule ou sa moto embarqué à la fourrière où le retrait sera conditionné par des amendes légales. C'est un communiqué signé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Kassongo Kitenge Silvano.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal qui est dédié à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de Mongafula. Serge Mata revient à 23h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. La grande édition du journal.